Pour faire simple, une vendetta est une violente revanche entre deux individus ou deux entités en général, par exemple une partie de la société contre son État. Mais nous allons approfondir l'analyse de ce concept grâce au film éponyme V pour Vendetta, adaptation de la bande dessinée britannique du même nom, réalisée de 82 à 90, scénario d'Alan Moore, dessin de David Lord. Sorti en salle en 2006, ce film américain de Lana et Lily Wachowski fut un franc succès commercial. Il fut aussi très critiqué pour sa trop grande théâtralité, et les scènes, c'est vrai, frôlent parfois un peu le grotesque et le pathétique. Mais c'est oublier que les Wachowski aiment manipuler le second, voire le troisième degré, et que le personnage principal, V, interprété par Hugo Weaving, qui joue aussi le rôle de l'agent Smith dans les trilogies Matrix écrites par les Wachowski, trouve son inspiration dans des films de cap et d'épée, souvent burlesques, s'identifiant lui-même à Edmond Dantès, le héros du roman Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. L'histoire débute dans une Angleterre soumise à la dictature quand une jolie jeune femme quelconque, Eve Hammond, incarnée par la divine Nathalie Portman, viole imprudemment le couvre-feu et est sur le point de se faire agresser par des membres de la police. Un mystérieux personnage masqué du nom de V surgit alors pour la sauver et il est ensuite contraint d'en faire son hôte, disons plutôt son otage. Deux inspecteurs, pris entre leurs devoirs professionnels et une interrogation citoyenne, sont chargés de les arrêter et d'empêcher ce terroriste de réaliser la révolution qu'il annonce au peuple anglais et qu'il compte mener le 5 novembre de l'année suivante. Il la souhaite la plus pacifique et la plus dansante possible, car, je le cite, « Une révolution sans danse, c'est une révolution inutile ». Durant toute l'intrigue, il ne cesse de lancer de belles répliques et de jouer avec son propre nom, initial de la vendetta et de la victoire, notamment rendu célèbre par le geste de Churchill, lettre qui représente aussi le chiffre romain 5 et fait l'objet de nombreuses allitérations en V dans ses tirades. Un court extrait pour nous remettre dans l'ambiance. Voilà! À première vue, je ne suis qu'un vulgaire comédien de vaudeville, à qui les vicissitudes de la vie font jouer le vilain et la victime, et vice-versa. Ce visage n'est pas que le vil reflet de ma vanité, mais un vibrant vestige de la vox populi aujourd'hui vacillante et vaincue. Vous devez y voir les vieux restes d'une vexation vieillissante, aussi vive que vivante, et vouée à vaincre cette vermine vulgaire, vivace, virulente et vénale, qui vivote en privant ses valeureuses victimes vaincues de la vérité et des vrais malheurs. Le seul verdict que je vois est la vengeance. Une vendetta violente, brandie tel un ex-voto, et non en vain, visant à faire vaincre la vertu face à cette vilainie levée dans les veines de nos villes. Ces vagues vocales faisant de moi un ventriloque vociférant ces volutes verbales. Revenons-en à l'essentiel. Je suis honoré de vous rencontrer. Alors pour vous, je serai V. Dans la bande dessinée, nous nous situons dans les années 80 lorsque l'Europe, l'Afrique et les États-Unis ont été anéantis par une guerre atomique et que les Royaumes-Unis a été miraculeusement préservé. Le parti Northfire, le feu nordique, prend alors le pouvoir au nom de la sécurité de la société et il devient le plus froid des monstres froids, selon l'expression de Nietzsche, une république autoritaire, dénuée de compassion sociale et même un État totalitaire qui mène une extermination massive des opposants politiques, des Noirs, des Juifs, des musulmans et des homosexuels. On remarquera d'ailleurs qu'à travers plusieurs personnages, les Wachowski insistent sur la connotation politique de l'homosexualité, car pour eux, la liberté de mœurs est une ligne rouge entre existence et inexistence d'une véritable démocratie. L'un des hauts dignitaires du parti unique déclare d'ailleurs que cette crise mondiale doit être interprétée comme une condamnation divine qui a anéanti les USA, les États pourris d'Amérique, en raison de leurs mœurs dévoyées et de leur impiété. Pourquoi toute cette terreur ? Évidemment pour défendre la grandeur de la nation, car l'Angleterre prévaut selon le leitmotiv du haut chancelier. Dans un monde qui fait inévitablement penser au dystopique 84 de Orwell et son célèbre Big Brother is watching you, une surveillance généralisée est donc organisée. Alors dans la BD, c'est grâce à un superordinateur qui s'appelle Destin, probablement parce que cette aliénation semble inextricable et fatale. La religion, oui, il sera question un peu dans cet exposé de religion, y est réduite à ce que Marx appelait une idéologie, à l'opium du peuple, et le clergé y est totalement corrompu. Preuve est faite que visages dévots et pieuses actions nous servent à enrober de sucre le diable lui-même. Dixit V. La bande dessinée visait la politique brutale de Margaret Thatcher, la Dame de Fer, en Angleterre, tandis que le film critique plus explicitement celle de George Walker Bush aux États-Unis.
À l'écran, l'intrigue se situe au XXIe siècle et l'Angleterre n'est pas confrontée à un holocauste nucléaire, mais à une pandémie planétaire, dont l'origine se révèle être la machination du futur haut chancelier lui-même, qui utilise la peur de son peuple pour accéder au pouvoir et le conserver. Cela est machiavélique, mais n'est-ce pas précisément Machiavel qui écrivit dans Le Prince que, je cite, « Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes ». Un État ou un ensemble d'États pourrait-il créer ou laisser se propager, comme dans le film, un virus, en désinformant la population mondiale et commettre un hold-up en affirmant qu'ils le maîtrisent dans le but de tester la docilité de leur population, leur sensibilité à l'état agentique dont parle le psychologue Milgram dans son test, d'affaiblir aussi l'économie pour endurcir les règles et enrichir ceux qui sont déjà très riches dans ce monde. Tout dépend de votre degré de naïveté ou de paranoïa, de votre niveau sur l'échelle du complotisme. Mais regarder V pour Vendetta après 2020 peut le faire voir comme une mise en garde prophétique, en tout cas comme un scénario assez troublant. Jusqu'où l'État peut-il manipuler nos craintes, nos espoirs et notre crédulité pour se maintenir en place ? Pourquoi est-il si difficile de s'opposer aux autorités dont nous ne reconnaissons pourtant pas la légitimité ? La vengeance doit-elle remplacer la justice lorsque celle-ci n'est plus que l'ombre d'elle-même ? Comme le dit V, c'est à Madame Justice que je dédie ce concerto, en l'honneur des vacances qu'elle semble avoir prises bien loin d'ici. En l'occurrence, il s'agira pour ce concerto de la musique de l'ouverture solennelle de 1812 de Tchaïkovski, qui lui-même qualifie cette musique de très explosive et tapageuse. Notre sympathique héros décide donc de réveiller les consciences et de faire chuter ce régime faussement protecteur grâce à une théâtrale vendetta, dont il peut allumer la mèche, mais qu'il ne saurait mener seul sans le soutien de ses concitoyens. Oui, en français, il peut y avoir un super jeu de mots avec le fait qu'ils veulent faire vendetta. Étymologiquement, le mot vendetta vient de la Méditerranée et des Balkans. Il désigne un conflit qui cause une profonde opposition entre deux familles et souvent des meurtres. Socialement, il se rattache à l'idée d'honneur et plus profondément à celle d'une justice que les autorités officielles ne parviennent plus à apporter parce qu'elles sont aveugles ou corrompues. Elle peut être violente, et V tue en effet plusieurs personnes, sur la dépouille desquelles il dépose parfois une rose rouge, sans doute parce qu'elle est le symbole de l'Angleterre, de la couronne britannique. Mais la vendetta ne se confond pas avec la vengeance, qui provient d'un ressentiment, d'une rancœur qui pousse aveuglément à la méchanceté, à la loi du talion, et fait entrer les individus et les nations dans l'engrenage de guerre sans fin. Alors que la rose rouge représente l'amour-passion, non la haine. V a pour projet de s'inspirer de la conspiration des poudres qu'un certain Guy Fawkes voulut réellement, c'est pas pour rigoler, mener contre le roi Jacques Ier, dont l'intolérance religieuse ne cessait de grandir, divisant dangereusement la société anglaise. À la fin du XVIe siècle, plusieurs tentatives d'assassinat du roi et de son épouse Élisabeth Ier ont été réalisées, et on a tenté de restaurer un catholicisme d'État. Guy Fawkes et ses compagnons essayèrent donc d'assassiner d'un seul coup le souverain, sa famille et la plupart des membres de l'aristocratie protestante. Tout comme V, ils pensent que des citoyens n'ont pas le devoir d'obéir à des décisions auxquelles ils ne peuvent pas avoir librement consenti et que la désobéissance et l'usage de la violence sont moralement justifiés lorsque l'État s'oppose à sa propre société. Les peuples ne devraient pas avoir peur des gouvernements, les gouvernements devraient avoir peur des peuples, dixit V. C'est cette philosophie qui présida des mouvements sociaux aussi divers que la Révolution française, la Révolution russe de 1905 ou les printemps arabes. La conspiration des poudres ne manquait ni d'ambition ni de panache, alors peut-être un petit peu de réalisme. Elle consistait à faire, réellement et symboliquement, exploser le bâtiment de la Chambre des Lords du Palais de Westminster pendant la session d'ouverture du Parlement, le dimanche 5 novembre 1605. D'où le nom de V, le chiffre romain 5 et le masque sur lequel sont dessinés la moustache et le bouc de Fawkes. Il avait tout d'abord envisagé de creuser une longue galerie sous le bâtiment et finalement, lui et ses comparses parviennent à louer une cave dans laquelle ils entassent 670 kilos de poudre pour faire tout exploser. Le complot fut malheureusement dénoncé par une lettre anonyme. Je trouve assez savoureux que ce soit anonyme. Et après avoir été arrêté et torturé, lui et ses comparses sont reconnus coupables et condamnés à être traînés, écartelés et pendus le 27 janvier 1606.
Chaque novembre, donc chaque 5 novembre, ce mémorable fiasco, cet échec cuisant, est joyeusement fêté en Angleterre lors de la Guy Fawkes Night, où l'effigie de Fawkes est brûlée sur un bûcher, tandis que des feux d'artifice sont tirés. Dès les premières phrases du film, l'héroïne, donc Nathalie Portman, dit « On me dit de me souvenir de l'idée, non de l'homme. C'est parce qu'un homme peut échouer, alors qu'après 400 ans, une idée peut encore changer le monde. Je connais d'expérience le pouvoir des idées, mais on ne peut pas embrasser une idée, on ne peut pas la toucher ni la serrer contre soi. Les idées ne saignent pas. » Ou encore, selon les mots de V, « Sous ce masque, il y a plus que de la chair. Sous ce masque, il y a une idée, et les idées sont à l'épreuve des balles. » Et force est de constater que son invincible idée et son masque connaîtront une belle postérité, inspirant les Anonymous, ces activistes qui menèrent secrètement des cyber-vendettas. On leur doit plusieurs grosses actions médiatiques au nom de la justice et de la liberté d'informer, contre l'église de Scientologie en 2008, pour soutenir l'organisation Wikileaks de Assange en 2011, contre le djihadisme en 2015, ou plus récemment contre des sites pédopornographiques. On retrouve ensuite une utilisation humoristique de ce masque dans la série espagnole La Casa de Papel, dans laquelle une joyeuse bande de rebelles entend se camoufler derrière les masques de V au style Salvador Dali et mener une vendetta en usurpant pacifiquement, bon même si finalement ce serait un carnage, 2,4 milliards d'euros à la Fabrique nationale de la monnaie, volant ainsi des voleurs d'État et, tel Robin des Bois, redistribuant au peuple une partie de son argent. Au tout début du film, V souligne le paradoxe qui est de demander à un homme masqué qui il est. Et à la fin, Evey dit que V était mon père, était ma mère, mon frère, mon ami. Il était vous et moi. Il était chacun de nous. Le mot personne et personnage provient du latin persona, qui désigne le masque que l'on portait dans le théâtre antique. Il renvoie aux différents masques, aux différents rôles que nous jouons dans cette pièce tragicomique que l'on appelle la vie, l'existence. Et il est savoureux de voir que le masque que porte V fait qu'il est à la fois un singulier personnage et personne. Par un retournement dialectique qui aurait pu plaire à Hegel, V est absolument unique, mais n'importe qui pourrait lui ressembler. Et c'est d'ailleurs la condition de la réussite finale de sa propre conspiration des poudres, qui se révélera très explosive et tapageuse, selon les mots de Tchaïkovski. Bref, on pourrait qualifier le comportement de l'inénarrable V de libertaire, révolutionnaire ou anarchiste au sens fort du terme. Pas simplement parce qu'il souhaite produire un chaos social, mais parce qu'il défend la liberté de chaque citoyen contre celle de l'État qui, comme l'a suffisamment souligné Marx, est toujours un peu tenté d'en abuser à son propre profit bourgeois et à celui de l'oligarchie visible ou invisible qui gravite autour de lui. On constate que même en démocratie, des représentants élus du peuple méprisent parfois l'intérêt commun et n'admettent pas que la volonté générale ne peut errer selon les termes du contrat social de Rousseau. C'est la signification du célèbre symbole anarchiste auquel il est fait allusion dans le film et auquel on peut rattacher les noms de Bakounine, Proudhon ou Kropotkin. En français, on peut y voir un A barré dans un O, initial d'ordre et d'autorité. Autrement dit, non pas le désordre, mais la recherche d'un ordre sans autorité, ou pour l'autre image, sans violence, sans verticalité du pouvoir. Cet ordre serait donc, comme le dit le slogan anarchiste, un ordre sans Dieu ni maître. C'est d'ailleurs ainsi que l'autorité d'un État peut s'effacer et qu'ont vécu des peuples comme les Inuits en Arctique, les Pygmées et les Tivs en Afrique, les Santals en Inde ou les Piawas au Venezuela. Tel est le sens de la théorie développée par Kropotkin dans sa morale anarchiste, dans laquelle il dit « Là où il y a autorité, il ne peut y avoir liberté. La liberté des uns commence là où commence celle des autres. » Alors le poncif bien connu, c'est que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, ou le contraire, comme vous voulez. Mais cela définit la liberté comme une propriété. Elle serait comparable à mon petit jardin, dans un lotissement, où je fais bien ce que je veux à partir du moment où j'embête pas les voisins. Et réciproquement. Ce qui peut bien leur arriver ne me touche donc pas directement, chacun pour soi. À l'inverse de ce modèle égocentrique et capitaliste, la morale anarchiste voit les libertés comme autant de rayons émanant du cercle d'un même cercle. Nous sommes libres tous ensemble ou pas du tout.
Une analogie pourrait être le sport collectif dans lequel on gagne et on perd tous ensemble, chacun étant censé être heureux d'effacer son petit ego au profit de l'intérêt supérieur de l'équipe. Possible en communauté, sans doute utopique dans nos sociétés. Mais la vendetta dont il est ici question n'est pas seulement celle que V mène contre le despotisme, je vous ne spoil pas la fin du film, elle interroge aussi qui nous sommes et ce que nous sommes capables de devenir. Car cette vendetta, c'est aussi celle que nos deux héros sont parvenus à mener contre eux-mêmes, contre la haine, la colère et la peur, et non pas seulement envers des ennemis extérieurs, mais entre des adversaires intérieurs. Par un moyen assez troublant et radical que je ne vous divulgage pas non plus, V transfigure Evey, change son rapport même à l'existence en la libérant de l'esclavage de ses passions tristes, symbolisées dans le film par une silhouette dans les flammes. S'il est vrai, selon la célèbre formule utilisée par Roosevelt lors de son discours d'investiture, que la seule chose dont il faut avoir peur, c'est de la peur elle-même, elle ne craint plus la mort. Elle serait prête à se sacrifier pour le bien. Elle est désormais en paix avec elle-même. Alors vous n'avez plus peur. Vous êtes complètement libre. Tu as découvert la vérité qui est en toi. Tu as regardé la mort en face. Tu étais calme, sereine. Ou, pour le dire plutôt avec Sartre, le choix que chacun faisait de lui-même était authentique puisqu'il se faisait en présence de la mort. Telle est la problématique non plus sociopolitique mais psychologique et existentielle de V. Comment parvenir à l'ataraxie, éteindre en soi le feu de la colère, accepter librement le destin et la mort, sans pour autant tomber dans la résignation. On retrouve ainsi des thèmes communs entre V et Matrix des Wachowski. L'aliénation, la servitude volontaire des peuples, la désobéissance civile, la quête de soi, le sacrifice. Nous ne devons pas oublier que ces deux auteurs ont une sensibilité religieuse qui imprègne souvent leurs films. Matrix, c'est certain. V pour Vendetta, c'est possible. Les Wachowski sont-ils catholiques, protestants, évangélistes ? J'ai pas trouvé. Mais il est fait plusieurs fois référence aux religions, à Dieu et à la foi dans leurs œuvres. Et V n'est pas sans faire penser à un cavalier ou à un ange exterminateur qui annonce aux forces du mal une apocalypse. Apocalypsis, c'est-à-dire non pas destruction, mais révélation, dévoilement de la vérité et de la justice. Ne serait-ce pas aussi le sens caché de la scène, émouvante, belle et mystique, d'éveil sous la pluie ? Elle et sa société sont au moins pendant un temps délivrées de l'autorité d'un État qui tente souvent d'usurper son propre mandat. Mais que dit-elle alors, reprenant la formule poétique d'une autre protagoniste du film, Valérie, une jeune homosexuelle qui préféra mourir que de renier son amour pour une autre femme ? Elle dit que Dieu vit dans la pluie. Dieu vit dans la pluie. Or, dans la religion judéo-chrétienne, la pluie peut être une condamnation, comme avec le déluge, mais elle est aussi souvent bienfaisante, comme l'eau qui lave les péchés du monde. Dans L'eau et les rêves, Gaston Bachelard écrit « L'eau est l'élément de la mort jeune et belle, de la mort fleurie, sans orgueil ni vengeance. » Alors c'est super parce qu'on a jeune et belle, c'est Nathalie Portman, la mort fleurie, c'est la rose qu'il met sur ses victimes, sans orgueil ni vengeance. Qu'en conclure ? Peut-être que l'on n'est plus joyeux au soleil ou au coin du feu, mais plus authentique et humble sous la pluie, qui vient d'en haut et nous incite, comme dit Pascal, à nous abêtir, à prendre conscience de notre petitesse. Un peu d'humilité et de justice en ce bas monde, notamment de la part de ceux qui ont l'honneur de nous gouverner. Même si la peur et l'espoir sont intimement liés, on conçoit mal un Dieu parfait qui nous dirait de craindre les flammes de sa colère et de sa vengeance, car il ne serait jamais qu'un céleste haut chancelier. S'il nous invitait par contre à l'espérance, cet espoir qui reste miraculeusement dans le cœur quand il n'y a plus rationnellement d'espoir, et s'il nous disait « n'ayez pas peur », oui c'est une formule qui est employée 365 fois dans la Bible, aurions-nous tort d'avoir foi en lui ? À défaut de pouvoir réconcilier durablement les sociétés et leurs États, ce message pourrait nous inciter à davantage d'humilité et d'humanité envers nos semblables et à mener une petite vendetta intérieure quotidienne contre le mal qui nous tente, car sait-on jamais, peut-être qu'un tel Dieu, non pas de peur mais d'amour, existe et que secrètement, il vit dans la pluie. Je vous remercie.